Vous écoutez le balado du Comité du droit de l'environnement de l'UQAM. Cette semaine, on jase action collective et participation citoyenne avec Maître Anne-Julie Asselin. Vos animatrices de la semaine sont Éléonore Brieux et Flavie Rioux-Routier. Maître Asselin, bienvenue au balado. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, en quelques mots, Maître Asselin, vous êtes avocat. Dans le fond, vous avez fait un bac en affaires publiques et relations internationales avant votre bac en droit. Exact. Puis, ensuite, vous avez fait votre maîtrise en droit à l'Université de Sherbrooke. Oui, après le bac en droit. Après le bac en droit, oui. À ce jour, donc depuis 2015, vous travaillez pour le cabinet Trudel, Johnston et l'Espérance. Donc, si on parle un peu du cabinet en tant que tel, donc TJL, qui est Trudel, Johnston, l'Espérance, accepte dans le fond seulement d'agir dans des affaires à caractère, disons, évolutif pour le Québec et le Canada, dans une perspective un peu de société plus juste, plus respectueuse des citoyens, de la santé, de l'environnement. C'est un gros mandat, d'abord. Effectivement. Comment on fait pour choisir les recours de votre firme? Comment ça fonctionne? Parce que c'est quand même un mandat qui est assez particulier, là. Donc, j'imagine qu'il y a une procédure pour ça. Comment ça fonctionne? Oui, donc nous, en fait, on prend deux types de recours. D'un côté, on prend des actions collectives, ce qu'on appelait avant les recours collectifs. Et dans ces cas-là, on est rémunéré à pourcentage lorsque l'action réussit. Et d'un autre côté, on prend des recours d'intérêt public pour lesquels on ne demande pas d'honoraires, donc pro bono, parce qu'on pense que ce sont des causes qui sont importantes. Donc, que ce soit en matière environnementale, en matière de droits et libertés de la personne, notamment, quand il y a une situation qui nous semble vraiment injuste et pour laquelle une action collective n'est pas justifiée parce que, notamment, il n'y aurait pas de fonds qui seraient demandés, de sommes en bout de ligne, on dit, bon, ben, il faut que quelqu'un défende ces personnes-là ou une espèce en péril, par exemple. La cause est bonne, on y va. Je vous donne l'exemple récent du couvre-feu pour les itinérants. Ben, le couvre-feu qui s'appliquait, entre autres, aux itinérants. On a été approché par la clinique juridique itinérante qui nous a dit, écoutez, il y a cette situation-là, c'est absolument injuste. On était absolument tout à fait d'accord avec eux qu'il s'agissait d'une situation d'injustice flagrante, puisqu'on demandait essentiellement à des itinérants de rentrer dans leur maison alors qu'ils n'ont pas de maison. C'était une affaire urgente. On n'a pas eu à analyser la situation très longtemps pour sauter dans la mêlée. Dans d'autres affaires pour des espèces en péril, là, on est approché par la Société pour la nature et les parcs du Québec et le Centre québécois du droit de l'environnement qui nous disent, bon, écoutez, il y a cette espèce en péril-là, elle n'est pas protégée comme elle le devrait en vertu de la loi sur les espèces en péril. En plus, il y a ce projet-ci qui menace l'espèce en particulier ou une de ses populations. Et à ce moment-là, on décide d'agir. Mais comme vous l'avez bien dit en introduction, ce qui nous motive en premier, c'est d'essayer de faire évoluer la société vers une plus grande justice sociale, environnementale et économique. Donc, même quand il s'agit d'un recours en matière de consommation, par exemple, on estime que c'est d'aller vers une plus grande justice que de respecter le droit des consommateurs. Vous avez mentionné que vous faites des recours pro bono avec le cabinet. Puis, dans le fond, que ça vient un peu avec l'intérêt public. Vous estimez que certains sont, disons, plus d'intérêt public que d'autres et donc vous allez les représenter de façon pro bono. À quelle problématique un peu cette philosophie-là répond-elle? Bien, j'imagine que ça a un lien avec les coûts de justice et tout ça qui sont oui, évidemment.
Évidemment, c'est pour répondre à un problème flagrant d'accès à la justice. C'est bien connu au Québec, puis c'est pas exclusif au Québec, là, mais au Québec, c'est très difficile pour monsieur, madame, tout le monde d'avoir accès aux tribunaux. Il y a un système d'aide juridique qui est mis en place pour les personnes qui ont vraiment un revenu assez minimal, mais dès qu'on dépasse un certain seuil de revenus, il faut essentiellement s'arranger par ses propres moyens. Et c'est extrêmement coûteux, la justice. C'est pas que les honoraires d'avocat, mais c'est une partie importante des frais. Alors oui, c'est sûr que notre modèle d'affaires vise à répondre à ce problème-là d'accès à la justice, que ce soit en fait les recours qu'on prend pro bono ou l'action collective, qui est une procédure, comme je le disais tout à l'heure, on n'est payé que si on gagne à la fin. Donc, il n'y a jamais un demandeur qui doit nous payer ou payer une expertise de sa poche. Et en plus, s'ajoute à ça au Québec le Fonds d'aide aux actions collectives qui finance en partie les actions collectives. Donc, au fur et à mesure que l'action avance, on peut demander qu'une partie de nos honoraires, que les expertises soient payées. Et si on gagne le recours, on doit rembourser au fonds d'aide les sommes qui nous ont été en quelque sorte prêtées. Donc, c'est vraiment toutes des façons d'améliorer pour les citoyens l'accès à la justice. C'est vraiment intéressant. Ben, c'est une philosophie de cabinet que je pense beaucoup d'autres cabinets devraient adopter. Oui, ben, en fait, ce qui est bien, c'est que notre litige en action collective permet de financer nos activités pro bono. Puis on n'est pas les seuls à avoir une pratique un peu bicéphale. Il y a des nouveaux cabinets qui ont cette philosophie-là aussi de dire, bon, mais pour chaque heure travaillée, payée, on va aussi prendre une heure pour faire des mandats pro bono. Et je pense que ce serait aussi une façon, il y a des gros problèmes dans la profession d'avocat de santé mentale, de baisse de motivation, et je pense que ce serait aussi une façon de mieux retenir les jeunes avocats et en particulier les jeunes avocates qui ont souvent des aspirations qui sont justement d'être en droit pour aider les gens, régler des problèmes de façon consensuelle parfois, mais aussi des problèmes sociétaux, des problèmes environnementaux. Et je pense que c'est une façon, un modèle d'affaires qui est prometteur puis qui devrait effectivement être reproduit pour garder la motivation des avocats. Définitivement. Oui, puis j'ai vu plusieurs articles sortir là-dessus aussi. On commence de parler de plus en plus de la santé mentale dans la profession du droit. Je pense qu'on commence à beaucoup parler de santé mentale dans beaucoup de professions. Ben, il est temps. Il est vraiment plus que temps. Ben oui, absolument. Vous avez mentionné les recours collectifs et vous avez été notamment impliqué dans ceux contre Malartic et Anna Collard. Ça visait, je pense, plusieurs groupes citoyens qui étaient affectés par la pollution industrielle. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les enjeux de ces recours-là? Oui, donc dans le cas de Malartic, il s'agit d'une mine d'or à ciel ouvert qui se trouve vraiment là, dans la ville de Malartic en Abitibi. Les plus proches habitations sont à quelques centaines de mètres tout au plus de la fosse. Et c'est gigantesque. Vous irez voir des photos aériennes là, sur même Google Maps pour voir la proportion de la petite ville par rapport à la fosse. Et les citoyens, bon, il y a eu toutes sortes d'enjeux, mais nous, on a été interpellés pour des nuisances. Donc, la mine opère 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et comme je vous disais, très près des habitations. Donc, les gens qui habitaient le plus près, là, dans ce qu'on appelait la zone sud de Malartic, vivaient essentiellement de la poussière, beaucoup de poussière anormale, du bruit dont ils se plaignaient surtout la nuit, et des vibrations parce que le décret autorisant l'exploitation de la mine permettait qu'il y ait 2 dynamitages par jour. Donc,
des dynamitages qui pouvaient aller jusqu'à 15 secondes. Quand vous y pensez, c'est quand même significatif. Alors, les gens, évidemment, n'en pouvaient plus de vivre dans ces conditions-là, nous ont appelés pour qu'on fasse quelque chose. Et on a fait une action collective pour obtenir des compensations. On a déposé une injonction pour que les conditions du décret soient respectées. À ce moment-là, il y a un nouveau décret qui a été déposé, adopté par le gouvernement, qui permettait de doubler la capacité d'extraction et qui assouplissait les normes de bruit. Alors, à ce moment-là, on a pris une demande en contrôle judiciaire pour faire casser le décret. Je vous passe les détails parce que c'est vraiment une saga juridique là, de mener ces 3 recours-là de front. Mais essentiellement, l'action collective a été réglée à l'amiable. Le contrôle judiciaire, on l'a perdu, mais on avait eu, donc dans l'injonction, on avait pu faire établir que les citoyens avaient un droit clair quant au respect de la norme de bruit. Pour ce qui est de l'affaire Anacolor, ça se passe plutôt dans une banlieue de Québec, à Cap-Rouge, et c'est une usine de peinture sur métal, peinture architecturale, qui était établie vraiment au cœur d'un quartier résidentiel, tout près d'une école, tout près aussi de la plage Jacques-Cartier, là, sur le long du fleuve Saint-Laurent. Et cette usine-là, elle a été installée pendant des dizaines d'années à cet endroit-là, sans déranger son voisinage. Mais à un moment donné, ils se sont mis à augmenter la production. Et là, les gens se sont rendus compte qu'il y avait ça au cœur de leur quartier. Et ça leur donnait des maux de tête, des nausées. C'était des odeurs essentiellement de peinture, de solvant. Donc, des odeurs vraiment très désagréables. Et les gens s'inquiétaient pour leur santé, s'inquiétaient pour la santé de leurs enfants qui fréquentaient l'école juste à côté, donc où il y avait évidemment une cour de récréation. Il y avait aussi un CPE tout près. La direction de santé publique a produit un rapport disant qu'il n'y avait pas d'effet à long terme ou en fait il faudrait être exposé vraiment de façon continue pendant 70 ans, mais qu'il y avait bel et bien des effets irritatifs et neurologiques. Donc à partir de ce moment-là, les citoyens voulaient surtout faire arrêter les nuisances. C'était leur priorité. Donc, on a dit, bon, écoutez, on peut prendre une demande d'injonction, mais on va prendre également une action collective. Pourquoi on a pris aussi une action collective, même si les gens, c'était pas leur priorité d'être indemnisés, c'était pour qu'on puisse retirer des honoraires. Puis, j'ai pas de honte à le dire, là. C'est comme ça que je l'ai présenté aussi au tribunal quand on a fait approuver l'entente, parce que ça aussi, ça s'est réglé à l'amiable. Si on prenait uniquement une demande d'injonction, les citoyens n'avaient pas les moyens de nous payer, alors que l'action collective, ça permettait qu'éventuellement, on puisse toucher un pourcentage des sommes qui seraient versées si on gagnait l'action collective, pourcentage des sommes qui seraient versées aux citoyens. C'est une façon essentiellement de faire supporter aux défendeurs les coûts du litige environnemental. Cette affaire-là, elle s'est soldée surtout parce qu'il y a eu beaucoup de pression de la part des citoyens sur les instances politiques, à la fois au niveau municipal et provincial, puis un petit peu au fédéral, mais c'était moins un palier qui était concerné. Ils ont eu la chance d'avoir 4 campagnes électorales pendant la durée du litige et ils ont été fortement mobilisés à chacune de ces campagnes électorales-là, de sorte qu'ils ont réussi à ce que l'enjeu devienne un des enjeux du vote à chaque fois et que les politiciens prennent des engagements. Et ça a eu comme résultat que le gouvernement provincial a accepté de prêter 9 millions de dollars à l'entreprise pour qu'elle déménage son usine dans un parc industriel sur la rive sud, de sorte qu'aujourd'hui, l'usine Anacolor à Cap-Rouge n'est plus en opération. Et elle a été rachetée par la Ville de Québec qui va faire utiliser cet espace-là à d'autres fins. Fait que la participation citoyenne dans ce genre de projet, elle a un rôle pas seulement juridique dans le sens d'investiguer ces recours-là, mais aussi politique. Assurément. Assurément. Puis en fait, ça a une grosse influence sur le sort du litige, même si c'est pas nécessairement un sort qui est judiciaire. Donc, on le voit avec l'affaire Anacolor. Puis, si on le compare avec l'affaire Malartic, où là, la participation citoyenne était beaucoup plus divisée
pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'il s'agit évidemment d'une entreprise qui est vivrière pour la ville, la région. Tout le monde en Malartic connaît quelqu'un qui travaille pour la mine, de proche ou de loin. Ça fait vivre plusieurs entreprises de la région. La mine donne même beaucoup d'argent pour des activités ou pour l'embellissement de la ville. C'est beaucoup moins unanime le support que le comité de citoyens a reçu que dans un cas comme Anacolor où là, l'usine, elle est détachée, si on veut, de son environnement. La plupart des gens ne savaient pas qu'elle était même là avant de sentir les nuisances. Et les gens n'ont pas de sentiment d'attachement par rapport à l'usine Anacolor. Donc, à Malartic, ce que ça a fait, c'est que ça a créé des tensions incroyables au sein même de la communauté. Les gens s'accusaient d'être pour la mine, contre la mine, de miner le développement économique de la région. On nous a raconté que les gens changeaient de trottoir pour plus se voir, fréquentaient plus tous les magasins pour pas encourager un tel ou un tel qui était pour ou contre la mine. À l'intérieur des familles, ça a fait des scissions, des gens qui voulaient plus se parler. Alors vraiment, cet enjeu-là c'est dans une certaine forme d'acceptabilité sociale, là, mais de tension aussi dans une communauté peut faire une grande différence sur l'issue parce que dans Malartic, en fait, la mine canadienne Malartic a proposé des indemnités aux citoyens qui nous semblaient largement insuffisantes au regard des inconvénients qui étaient vécus. Mais l'adhésion des gens a été très grande parce qu'on voyait ça comme étant pour la mine que d'accepter les indemnités et de s'exclure de l'action collective qui était ce qui était demandé dans la quittance pour recevoir l'indemnité. Ça crée selon nous des grandes injustices, surtout qu'on parle d'une population qui est assez défavorisée, assez peu éduquée. Donc, je pense que ça a joué certainement dans le fait que les gens acceptent de prendre ces indemnités-là et s'excluent de l'action collective, mais ça a mené aussi à beaucoup de difficultés à mener le litige au niveau judiciaire. Imaginez là, essayer de trouver des témoins dans un climat comme ça. Qui veut venir devant la cour pour raconter les inconvénients qu'ils vivent, alors que tout le monde va écouter ça, s'il va y avoir des ragots en ville, ça va peut-être accentuer donc les commentaires que les gens vont recevoir à leur égard. Je me demande aussi, par rapport à Malartic, est-ce que le fait que ça se soit réglé à l'amiable avec des indemnisations, ça exclut la possibilité de futurs recours s'il y a des dommages à long terme sur la population à cause des travaux de la mine? Donc, quand on règle une action collective, il y a une quittance, n'importe quel recours, mais on ne peut pas quittancer des droits qu'on ne connaît pas ou des causes d'action qu'on ne connaît pas. Donc, supposons, et là c'est vraiment une hypothèse, supposons que dans 30 ans, on se rend compte que il y avait dans la poussière un composé qui est toxique et que les gens qui ont respiré cette poussière-là ont développé une certaine maladie. Ce n'est pas quittancé parce que c'était une cause d'action qui était inconnue. Donc, non. Dans le fond, vous avez mentionné que justement des problématiques comme ça, par exemple dans le cas de Malartic, ça peut amener un certain déchirement au sein des communautés. Est-ce que vous estimez que le niveau d'information de la population peut avoir un impact sur, disons, le niveau d'information au niveau juridique, au niveau des droits auxquels ce qu'on a droit, ce qui voilà, donc un peu le niveau d'information, est-ce que ça peut avoir un impact dans ces enjeux-là au niveau de la participation citoyenne, l'acceptabilité sociale d'un projet? Oui, certainement, ça peut avoir un grand effet. En réalité, on se rend compte que les gens sont très peu outillés en matière juridique. Les gens ne connaissent pas leurs droits, puis c'est vrai, pas juste en matière environnementale. C'est vrai en général. Les gens se rendent compte et tentent de s'informer
lorsqu'ils arrivent avec un problème concret qui leur est posé, qui survient dans leur vie. Donc, en matière environnementale, oups, il y a un projet de mine, il y a un projet d'usine, il y a un projet de carrière à proximité de chez moi. Bon, ben, par où je commence? Ferait bien que je m'informe, c'est quoi mes droits? Puis même, je vous dirais que dans certains cas, le questionnement arrive tellement tard que le projet est déjà autorisé, qu'il y a déjà tous les certificats que ça lui prend. Le projet a peut-être même déjà commencé son opération et les gens se rendent compte à ce moment-là qu'il y a des impacts sur leur vie, qu'il y a vivent des nuisances. Et là, il est vraiment tard pour agir, mais c'est souvent à ce moment-là qu'on nous contacte et qu'on dit qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr qu'on peut commencer un litige, mais c'est difficile quand, en particulier, on n'a pas la preuve de ce que c'était avant. Donc, ce que je me suis employée à faire à quelques reprises dans des communautés où il y avait des projets miniers qui étaient annoncés, mais à des stades vraiment préliminaires, c'est d'aller dans des assemblées publiques avec d'autres intervenants et d'exposer aux communautés leurs droits à ce stade-là, d'obtenir de l'information, par exemple, de les encourager à participer aux audiences publiques. C'est quelque chose que les gens ne savent pas ou nécessairement qu'ils peuvent participer, qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour participer, qu'on peut donner notre opinion, qu'on peut surtout obtenir beaucoup d'informations lors de ces séances-là. Il y a beaucoup d'informations sur les projets qui sont mis en ligne sur le site du Bureau d'audience publique en environnement, mais aussi de leur dire, écoutez, je vous souhaite vraiment pas qu'il y ait un litige éventuellement contre la mine ou contre le projet de développement qui s'en vient. Mais vous devriez quand même vous préparer tout de suite au cas où ça devait se rendre là. Et ce que ça veut dire, c'est de prendre une photo, entre guillemets, de l'état actuel des choses. Donc, ça peut être justement de prendre des photos, si on suspecte qu'il va y avoir des dynamitages, on peut prendre des photos de l'intérieur de notre maison, de notre solage, pour montrer qu'à l'année X, il était en bonne condition, qu'il n'y avait pas de craque, qu'il n'y avait pas de fissure. Ça peut être de prendre des échantillons d'eau si on suspecte que nos puits pourraient éventuellement être contaminés, puis de faire analyser ces échantillons d'eau-là de façon à avoir, encore une fois, une photo dans le temps avant la réalisation du projet. Ça pourrait être de prendre des enregistrements pour voir le niveau de décibels. Donc, je me mets, par exemple, je suis dans un chalet, dans le bois, c'est bien tranquille. Tout ce qu'on entend, c'est les grillons, les rainettes, à la limite, peut-être une petite chute d'eau. Bon, on prend l'enregistrement. Puis quelques années plus tard, si la mine, effectivement, le projet se développe, puis que là, le bruit devient insupportable, on peut prendre un nouvel enregistrement, faire la comparaison, puis ça nous fait une excellente preuve devant les tribunaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est difficile à prouver parfois avec juste un niveau de décibels. Quand on arrive devant les tribunaux, montrer c'est quoi la situation qui prévalait avant l'arrivée de l'entreprise. Et les audiences publiques nous permettent justement d'avoir une idée de quels seraient les impacts potentiels envisagés, puis d'agir en amont pour prendre une lecture là, de la situation précédant le projet. Vous avez mentionné que les audiences publiques, c'est un excellent moyen de sensibiliser la population, dans le fond, aux enjeux qui les touchent. De quelle façon on peut amener ces personnes-là à se présenter? Est-ce qu'il y a une façon d'amener les personnes? Parce que j'imagine que c'est pas la chose la plus populaire, mais comme c'est un bon moyen de justement les amener à se mobiliser puis à mieux comprendre les enjeux et leurs droits. Est-ce qu'il y a une façon d'amener ces personnes-là à aller aux consultations? Souvent, en fait, et de plus en plus, bon, le BAP, il faut dire qu'il y a une renommée grandissante. Là, de plus en plus, les gens savent de quoi il s'agit quand on parle du Bureau d'audience publique en environnement, ou à tout le moins savent de quoi il s'agit quand on parle d'audience publique.
Et il faut dire que les groupes environnementaux, notamment au niveau régional, font un travail extraordinaire de mobilisation. Donc, lorsqu'il y a ce genre d'enjeu-là qui survient, un nouveau projet de développement, il y a très souvent des groupes locaux ou régionaux qui vont tenter de mobiliser la population pour participer aux audiences publiques, que ce soit en posant des questions ou en écrivant des mémoires. Ça peut être aussi des groupes au niveau national. Je pense, lorsqu'il s'agit de mines, le groupe Pour que Québec ait meilleure mine est très actif, puis il va beaucoup aider les populations, même va outiller les gens pour rédiger des mémoires. Donc, c'est évidemment pas eux qui le font. L'idée, c'est que ça vienne des citoyens, mais leur donne des idées de questions à répondre. Donc, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans votre environnement? Donc, juste de donner aux citoyens des idées de questions, de comment on peut aborder ça, un mémoire, comment on rédige ça. Je pense que c'est une excellente façon d'encourager les gens à y participer. Le CQDE, le Centre québécois du droit de l'environnement, pour lequel je suis administratrice, a aussi fait beaucoup de travail dans des projets plus importants. Là, je pense notamment à GNL Québec. Ils avaient fait une conférence, par exemple, le midi pour expliquer aux gens comment, justement, on écrit un mémoire. Donc, d'outiller les gens qui partent un peu en disant mais je suis qui moi pour écrire un mémoire puis m'adresser à des commissaires puis je connais pas assez bien les enjeux, mais bien souvent les citoyens ont quand même des préoccupations puis ces préoccupations-là elles viennent de quelque part, là, elles ne sont pas inventées, donc juste d'en faire part aux commissaires, de poser des questions parce que le BAP c'est vraiment en deux phases, hein. Il y a une phase de questions puis une phase ensuite des mémoires. Mais de poser des questions, c'est extrêmement utile parce qu'après, on obtient des réponses de la part du promoteur et le promoteur peut être tenu de respecter les engagements qu'il prend dans le cadre de ces réponses-là. Alors, vraiment, la participation du public, elle est utile et les groupes environnementaux font un travail extraordinaire de mobilisation. Dans le cadre de votre maîtrise, vous avez réalisé une étude comparative des mécanismes d'autorisation des recours collectifs en droit de l'environnement au Québec et dans les provinces canadiennes. Quelles sont les conclusions de cette maîtrise-là? En fait, j'arrivais au constat que c'était beaucoup plus facile de passer le stade de l'autorisation des actions collectives en environnement au Québec par rapport aux provinces de Common Law. Le stade de l'autorisation, juste pour rappel, c'est la première étape dans une action collective, c'est ce qui nous permet d'aller à procès ensuite. Mais c'est une étape qui se rajoute par rapport à une action civile ordinaire. Et les critères pour ce faire sont interprétés beaucoup plus largement au Québec que dans les autres provinces. Et depuis que j'ai écrit cet essai-là en 2014, la Cour suprême l'a réitéré encore dans plusieurs arrêts. Donc, vraiment, on ne s'en va pas vers une restriction des critères au Québec, mais un élargissement, je dirais. Donc, toujours en étant plus favorable à l'autorisation de l'action collective. Et ça bénéficie certainement là, aux demandeurs en matière environnementale au Québec. On le voit notamment avec des affaires comme Volkswagen contre l'Association québécoise de lutte pour la protection de l'atmosphère, qui a intenté une action collective au nom de tous les Québécois pour ce qu'on a appelé le Dieselgate, donc le traficage des systèmes de test des émissions polluantes des voitures Volkswagen. Et leur recours demande d'obtenir des dommages punitifs, même si on n'est pas capable de prouver le préjudice subi par chacun des Québécois. On dit, mais il y a quand même eu une violation de nos droits fondamentaux en vertu de l'article 46.1 de la Charte québécoise des droits et libertés. Et chacun devrait donc pouvoir recevoir une indemnité, devrait pouvoir récolter des dommages punitifs. Et ça a été autorisé par la Cour supérieure. Là, il y a un juge de la Cour d'appel qui a refusé d'entendre l'appel. Et la Cour suprême a entériné cette décision-là de la Cour d'appel.
en fait, du juge de la Cour d'appel. Alors, c'est maintenant en route vers un procès. C'est ce genre d'action-là où il n'y a pas de dommages compensatoires qui sont demandés. C'est une nouveauté, mais c'est probablement un pas important pour d'autres actions collectives en environnement au Québec, parce que notamment, c'est pas toujours facile de prouver la causalité. En fait, c'est un des obstacles principaux des recours en environnement, prouver la causalité de la faute, là, donc souvent de l'émission d'un contaminant sur la santé des gens. Et fait qu'un facteur d'échec, la causalité serait un des principaux. Puis, facteur de réussite, on en a parlé un petit peu plus tôt, la pression citoyenne au niveau politique, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de réussite des actions collectives en environnement? Ouais, j'avais donné une conférence à ce sujet-là, mais on en parlait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense que le fait qu'une entreprise soit pas vivrière pour la région, qu'on soit dans un milieu où la population est bien éduquée et relativement favorisée, va faire en sorte qu'elle va se mobiliser plus facilement, qu'elle a les bons outils aussi pour parler aux médias, aux politiciens, qu'elle ne dépend pas de l'entreprise qui va être défendresse et qu'elle est donc mieux à même de négocier d'égal à égal ou d'entreprendre une poursuite dans laquelle elle n'acceptera pas des indemnités qui vont être sous-optimales ou inférieures à ce qui pourrait être obtenu par le biais d'une action collective. Donc, pour moi, les facteurs socio-économiques sont vraiment importants aussi à ne pas sous-estimer en dehors de l'encadrement légal des recours. Puis, un peu de la même façon, au niveau des facteurs qui peuvent influencer la réussite ou l'échec d'un recours en droit de l'environnement, vous avez fait une conférence en 2018 au niveau des délais judiciaires, puis de comment ça peut bénéficier aux défendeurs. Donc, comment ça se présente à ce niveau-là? Oui, donc les délais, ils ont plusieurs effets sur la poursuite d'une action collective, surtout en matière environnementale, mais pas seulement. Un des effets, c'est que on sait qu'au Québec, on déménage beaucoup. La moyenne, c'est à peu près aux 6 ou 7 ans, les gens déménagent au Québec. En environnement, souvent, les groupes sont définis par une zone, une région géographique, et c'est beaucoup plus facile de retrouver les gens, retracer les membres de l'action collective. Si tout s'est passé très rapidement, on distribue les avis dans la zone qui a été identifiée comme la zone visée par le recours et les gens sont tous avisés, peuvent réclamer une fois que le recours s'est terminé. Si on attend des dizaines d'années, comme ça a été le cas dans l'affaire de l'autoroute Ville-Marie pour le bruit lors de la réfection de l'autoroute, qu'on a appelé l'affaire Kranz, du nom du demandeur. Les faits s'étaient déroulés là, dans les années 98 à 2000 et l'affaire s'est soldée, si je ne me trompe pas, en 2018. Donc, essentiellement 20 ans plus tard. Mais 20 ans plus tard, faites le calcul, il y a beaucoup de monde qui sont déménagés. Donc, c'est extrêmement difficile de retrouver les membres de l'action collective pour leur donner leur indemnité, pour qu'ils réclament. Ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, peut-être que le défendeur ne va pas payer la juste valeur du préjudice qu'il a causé. Pour éviter donc qu'on se ramasse avec des délais qui sont vraiment effarants comme ça, puis qu'on ait une sous-indemnisation, comme demandeur, on va être appelé très souvent à faire des compromis. Par exemple, d'abandonner des demandes de documents parce que le défendeur conteste le droit qu'on a de les obtenir, va soulever des privilèges. Puis là, on dit, bon, est-ce qu'on veut entrer dans un débat de privilèges qui va potentiellement aller en appel, puis peut-être en appel de l'appel à la Cour suprême? Et là, pendant tout ce temps-là, le dossier est suspendu en première instance, ça n'avance pas. Tout ça pour obtenir un document
dont on ne connaît pas le contenu. L'autre compromis qu'on peut faire, c'est d'abandonner carrément une cause d'action si on se rend compte qu'elle peut soulever des problématiques particulières. Je vous donne l'exemple de l'affaire Lalande contre le port de Québec. On avait une cause d'action parce que le port, on alléguait qu'il ne respectait pas les normes de nickel en vigueur. Bon, alors nous, on avait allégué ça. Le port a dit, nous, on n'est pas d'accord avec la norme de nickel, on pense qu'elle ne s'applique pas à nous. Et donc, ils ont fait leur avis de constitutionnalité, d'inconstitutionnalité au procureur général du Québec. Et là, ça amenait comme tout un autre débat constitutionnel qui sortait carrément du cadre de l'action collective en droit civil. Et on avait par ailleurs d'autres causes d'action. Donc, on a pondéré tout ça, puis on a dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de conserver cette cause d'action-là, sachant que tout le dossier va être suspendu en attendant que cette partie-là contre le procureur général du Québec chemine, pour qu'après, on ne sait même pas si la norme va être, qu'est-ce qui va en advenir de ce débat-là. Donc, on a préféré laisser tomber carrément cette cause d'action-là pour se concentrer sur la partie des nuisances de la poussière. Il y a donc une asymétrie énorme entre les défendeurs qui, eux, profitent des délais et donc peuvent soulever tous les débats qu'ils veulent et ça les favorise même d'en soulever parce que les délais s'allongent, parce que donc les citoyens, les membres vont être moins à même de réclamer leur indemnité. Et de l'autre côté, les demandeurs qui, eux, ont avantage à ce que ça aille beaucoup plus vite, mais qui, pour ça, doivent faire des compromis importants. Même le système, en fait, de la façon que c'est fait, favoriserait les défendeurs dans un sens, puisque on connaît que justement les délais peuvent être assez longs. Donc même de la façon que c'est fait, même sans même l'intervention des défendeurs, ça leur favorise un peu. Oui, d'une certaine façon. Bon, je pense qu'il y a des choses qui sont faites pour améliorer justement la question des délais, notamment à Montréal. Il y a depuis quelques années un groupe de 10 juges qui sont assignés à toutes les autorisations des actions collectives. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de leur replaider à chaque fois les principes, que ça va vraiment très rondement dans cette première étape d'autorisation. Une étape qui avant pouvait prendre 5, 6, 7 ans. Aujourd'hui, l'objectif de la Cour supérieure est que ça soit entendu à l'intérieur d'1 an. Donc déjà, on aurait raccourci énormément cette première étape-là et ça aide donc pour la suite là, des choses assurément. Mais oui, c'est clair qu'il y a cette asymétrie-là au cœur du système. Les solutions ne sont pas faciles, mais ça passe entre autres par une meilleure gestion des instances, une gestion qui est serrée. Il y a des juges qui sont beaucoup plus interventionnistes là, dans la gestion de l'instance, qui font en sorte que les délais soient respectés, les délais qui sont inscrits au protocole de l'instance. Et c'est d'une aide immense pour rétablir justement cet équilibre-là qui est perdu lorsque les délais s'étirent, s'allongent, lorsqu'il y a des abus de la part de la défense. C'est drôle parce que un de mes profs en droit pénal me mentionnait comment le système judiciaire avait beaucoup changé dans, je pense, les 20-30 dernières années, où c'est passé d'un extrême avec des juges très interventionnistes jusqu'à l'opposé total, où comme tout le monde peut plaider aussi longtemps qu'ils veulent, puis amener un infini nombre de témoins, même si c'est pas nécessairement pertinent. Je sais pas si ça se reflète autant en dehors du droit pénal et criminel. En fait, je dirais que non, au contraire, on s'en va vers en justice civile beaucoup plus d'intervention de la part des juges. Le nouveau code de procédure civile, là, qui est plus si nouveau maintenant, mais donne beaucoup plus de pouvoir justement aux juges civils pour gérer l'instance de façon à éviter qu'il y ait de l'abus d'un côté ou de l'autre.
C'est bon signe, c'est bon signe. Ça va peut-être être la vague qui va entraîner les autres tribunaux avec elle. Oui, il suffit que les juges suivent maintenant ces intentions-là dictées par le législateur. Il y en a beaucoup qui le font, mais ce n'est pas tous les juges. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avoir des nouvelles générations de juges, on va le voir de plus en plus à l'œuvre, ce principe-là là, de gestion des instances judiciaires, de gestion serrée. Mhm. Merci, Maître Asselin. Pour terminer, est-ce que vous auriez des films, des documentaires, des livres à regarder, consulter pour aller un petit peu plus en profondeur dans le sujet? Ouais, j'ai plusieurs idées de livres, de films à vous proposer. Je commencerai, je crois, avec le Guide citoyen du droit québécois de l'environnement par Jean Barry, qui est un ancien administrateur du CQDE, professeur aussi à l'UQAM, qui est vraiment un guide de vulgarisation incroyable pour les citoyens qui se retrouveraient justement là, avec un projet dans leur environnement, quelque chose qui s'en vient. Ils pensent qu'il y a une espèce en péril qui pourrait être menacée par un projet. Ça donne énormément d'outils. Sinon, plus du côté de la sociologie du droit, qui est un domaine qui m'intéresse beaucoup, puis je trouve qu'il y a des réflexions vraiment utiles qui naissent de ce domaine-là pour repenser justement aux équilibres là, dans notre société. Je vous conseillerais L'affaire Maillé de Marie-Ève Maillé, qui est une toute petite plaquette où elle raconte, en fait, c'était une chercheure à l'université qui s'est intéressée beaucoup aux questions d'acceptabilité sociale dans les projets qui avaient un impact environnemental. Et elle a été appelée donc à déposer sa thèse de doctorat dans le cadre d'une action collective comme expertise. Et les défendeurs ont demandé d'obtenir la liste de tous les intervenants qui lui avaient parlé alors qu'elle avait promis la confidentialité aux gens qui s'étaient confiés auprès d'elle. Donc, s'en est suivi tout un litige. Et dans ce petit récit-là, elle raconte toutes ces péripéties dans le système de justice et c'est très, très bien raconté. Et ça nous donne, à la fois pour les juristes, ça nous donne la perspective d'un non-juriste, quelqu'un qui arrive de l'extérieur du système, comment il le perçoit. Et pour un non-juriste, c'est utile pour comprendre justement à quoi on peut faire face lorsqu'on est mêlé à des poursuites de ce genre-là. Pour la petite histoire, Marie-Ève Maillé, maintenant, elle étudie en droit, donc je pense qu'elle a eu la piqûre malgré ses mésaventures. Je vous recommanderais aussi des films américains qui sont vraiment pas récents, mais qui peuvent donner une idée du litige environnemental, à quoi ça peut ressembler. Évidemment, rien de très original avec Erin Brockovich, que sûrement plusieurs d'entre vous ont déjà vu, mais qui mérite, je pense, d'être revu lorsqu'on commence à avoir un parcours en droit. On va le voir d'un œil nouveau. Puis dans le même style, le film A Civil Action, qui date aussi, mais qui parle également d'un cas de contamination environnementale qui a mené à un litige aux États-Unis. Et je termine par un livre que j'ai sur ma pile de lecture, donc je ne peux pas encore vous le recommander, mais je suis persuadée que c'est super bon. Le droit du plus fort de Anne-Marie Voisard, qui revient sur l'affaire Noir Canada, où la maison d'édition Éco-Société et Hugo Lapointe avaient été poursuivis en diffamation dans le cadre de ce qu'on appelle une SLAP, donc une poursuite bâillon, et qu'ils ont fini par régler cette affaire-là à l'amiable. Mais c'est là aussi, dans une perspective plus de sociologie du droit, réfléchir aux rapports de force qui sont créés par notre système juridique. Donc, assurément, une lecture qui promet. Merci beaucoup pour ces recommandations-là. Je vous en prie. C'est drôle parce que l'affaire Maillé, j'ai comme eu des petits relents de « Ah, c'est un peu ce qui se passe avec son nom en ce moment, on dirait. » Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des parentés à faire. Ouais. Marie-Ève Maillé, en passant, a gagné son combat en bout de ligne. Là, donc, les noms ont été
conservé confidentiel. Donc, je ne sais pas bon. qu'est-ce qui arrivera avec l'appel dit son nom. Ouais. Donc, Maître Asselin, merci de votre participation au balado. Ça a été un grand plaisir. C'était notre dernier épisode de la session. On remercie Maître Asselin pour son temps et sa générosité avec nous, ainsi que toute l'équipe du Comité du droit de l'environnement de l'UQAM pour la production du balado. À la session prochaine!